Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Culture Flow, un nouveau rythme pour les organisations agiles. Je m'appelle Étienne Giraud, je suis développeur et coach craftsmanship et je fais partie de l'équipe des contributeurs au livre blanc Culture Flow. Aujourd'hui, je vais vous parler de granularité du flux, donc l'idée de voir le temps plutôt comme quelque chose de fluide et de baser ses décisions sur des événements qui se produisent plutôt que sur des dates qui seraient planifiées dans le calendrier. Euh, Derrière cette idée, il y a l'intention d'accepter l'incertitude. L'incertitude, en fait, fait partie inhérente de l'activité de développement de produits et en particulier de produits logiciels. Euh, et donc pour ce faire, on va parler de réduire la taille des lots, limiter l'encours et calibrer la capacité d'utilisation à cette incertitude. Donc on va parler d'incertitude et en particulier d'accepter l'incertitude. Pour commencer, je voudrais souligner une différence fondamentale qui existe entre l'activité manufacturière et l'activité de développement de produits. Dans l'industrie manufacturière, l'idée, ça va être de produire un gros volume de pièces ou d'artefacts qui soient identiques. Dans un tel contexte, une variabilité dans le processus de production va amener à des pièces qui pourraient être soit défectueuses, soit qui soient pas produites de façon optimale, donc qui coûtent plus cher que ce qu'elles pourraient être. Et donc, en fait, la variabilité, ça va être l'ennemi numéro un. Dans le développement de produits, on produit rarement, voire jamais, deux fois la même chose. Donc si je prends l'exemple d'un e-commerce de bricolage, on va peut-être d'abord développer une partie catalogue, ensuite peut-être une partie paiement avec des choses qui vont évoluer, avec des paiements en plusieurs fois, des paiements, là, je ne sais pas, du Bitcoin, je dis n'importe quoi, des modes de livraison particuliers, du click and collect, de la recommandation à des amis, des avis, euh, enfin, tout un tas de choses en fait, et on va toujours faire évoluer le produit sur des chemins différents et on va prendre des hypothèses. Et donc ces hypothèses vont amener une incertitude, et cette incertitude, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle fait partie intégrante de l'activité de développement de produit. On ne peut pas réduire cette incertitude parce que c'est elle-même en fait qui nous fait aller de l'avant sur le produit. Une fois qu'on a fait la paix avec l'incertitude, qu'on s'est résigné au fait que oui, il y aura de l'incertitude, ce qu'on comprend, c'est que faire des plans à moyen long terme, c'est un exercice qui est très compliqué, qui peut relever même de la divination. Euh, c'est un peu comme si vous marchiez dans le brouillard. Quand vous marchez dans le brouillard, vous arrivez à plus ou moins voir que si vous faites trois pas dans cette direction avec les yeux fermés, vous n'allez pas tomber, vous allez peut-être vous rapprocher de votre but. Mais après ces trois quatre pas, ce qu'il faut faire, c'est réouvrir les yeux, reprendre contact avec son environnement pour planifier les trois quatre pas suivants. Mais plus loin que ça, en fait, c'est dangereux et on pourrait facilement se tromper. Donc voilà, planifier à moyen long terme, c'est très rapidement compliqué, des plans qui deviennent très rapidement faux. Ce qu'il faut faire du coup pour compenser, c'est regarder sa boussole plus souvent. Parlons maintenant de la perception du temps et en particulier du mode de prise de décision. Donc, comme je disais, l'idée c'est de regarder sa boussole souvent. Donc souvent, derrière souvent, il y a l'idée de la fréquence et du temps. Et pour cela, on va prendre l'exemple d'une équipe. Euh, Imaginons qu'une équipe utilise une méthode telle que Scrum et qu'elle a en gros quatre phases dans son mode de développement. Une première phase de grooming où elle va étudier ce qui est un peu dans son backlog, peut-être reprioriser certaines choses, respécifier certaines choses. Ensuite, elle va partir sur une partie plutôt d'implémentation, donc de programmation, de production du code. Puis une partie de revue, recette avec éventuellement le product owner, le client, etc. Puis une partie mise en production. Donc ce qui va se passer en fait, c'est qu'au début du sprint, donc à J plus 0, on va surtout avoir des activités de grooming. Et à mesure qu'on avance dans le temps, on va avoir plutôt des activités d'implémentation, puis de revue recette, puis de mise en prod. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comme pousser euh, les tâches de développement ou les features qu'on aimerait produire euh, de la gauche vers la droite. Donc on a vraiment cette idée de pousser les choses. Et donc ensuite, au sprint d'après, on recommence en disant on va faire surtout des activités de grooming, plus surtout des activités d'implémentation, etc. Donc on va avoir quelque chose de très cyclique, un peu en stop and go, un peu saccadé. Et donc en réagissant comme ça, en fait, si on reprend la métaphore du fait de marcher dans le brouillard, c'est comme si on se disait, moi, je vais ouvrir les yeux toutes les 5 minutes. Je vais marcher et je vais ouvrir les yeux toutes les 5 minutes. Il y a un autre mode de fonctionnement possible qui est de dire, en fait, dès que je vais arriver à faire un pas ou trois pas ou deux pas, en fait, dès qu'il y a tel événement qui va se produire, je vais ouvrir les yeux. Donc ce sera plus du coup
une façon de procéder qui soit basée sur une date ou sur quelque chose de calendaire, mais quelque chose qui va être plutôt basé sur l'événement. Donc en particulier, on pourrait penser que dès qu'il y a quelque chose qui part en production, ça laisse la place pour quelque chose d'autre d'aller en production. Dès que en fait, une revue va être effectuée, ça laisse la place pour qu'une autre revue soit faite. Ensuite, pareil, l'implémentation va tirer, dès que quelque chose est fini d'implémenter, on va avoir de la disponibilité pour implémenter quelque chose d'autre, et pareil pour le grooming. Donc en fait, on va passer d'un mode où on va pousser les choses de la gauche vers la droite à quelque chose dont on va tirer de droite à gauche. Et en fait, une fois qu'on arrive à ce mode de fonctionnement-là, le sprint et le calendrier n'ont plus d'importance. Le jour de début et le jour de fin d'un sprint n'a plus d'importance. Donc une fois qu'on est passé d'une vision un peu événementielle de la prise de décision, ce qu'on va essayer de faire, c'est réduire la taille des lots. La taille du lot, en fait, c'est le grain ou la grosseur de ce qui va traverser mon cycle de production. Et donc, comme je vous le disais, dans le développement de produits, il y a de l'incertitude et donc, en fait, on travaille avec des hypothèses. Bien sûr, on va essayer de faire un certain nombre d'études pour réduire l'incertitude autour des hypothèses qu'on va prendre. Donc, on va essayer de faire des études de marché, éventuellement des interviews avec des utilisateurs, du bêta-test, etc. Tout ce qu'on peut faire pour réduire les hypothèses. Mais en fait, tant qu'on n'aura pas mis quelque chose en production ou confronté une idée avec le terrain ou avec le monde réel, on travaille avec des hypothèses. Euh, et chaque hypothèse, chaque décision est le point de départ d'une autre hypothèse et d'une autre décision. Donc on va être face comme à un arbre des possibles. Et ce qu'il faut bien voir en fait, c'est que si jamais je groupe des hypothèses ensemble, donc la taille de l'autre est importante, je vais avoir un feedback qui est long, donc il va se passer beaucoup de temps entre le moment où je prends une décision et le moment où j'ai la réponse du terrain qui va me dire cette décision elle était juste ou elle était incorrecte. Euh, et en plus, si je groupe un certain nombre d'hypothèses ensemble, si jamais la réponse du monde réel et ce qui est produit ne fonctionne pas ou ne trouve pas ses utilisateurs, etc., je vais avoir du mal en fait à identifier dans ce groupe d'hypothèses quelle est l'hypothèse qui était fausse. Donc, en fait, changer d'avis, donc trouver l'origine de- de l'hypothèse qui était fausse et la corriger, c'est très long et très coûteux, et on va devoir détricoter éventuellement un certain nombre de choses avant d'arriver à reprendre le bon chemin. Si maintenant, en fait, j'arrive à confronter très fréquemment une hypothèse avec le monde réel, je vais pouvoir avancer de proche en proche sur des choses qui sont beaucoup plus faciles à investiguer, et je vais pouvoir dire bah, cette hypothèse elle est correcte, elle est incorrecte, et je vais pouvoir ensuite passer à une autre hypothèse avec des certitudes qui sont un peu plus grandes. Donc changer d'avis devient en fait moins coûteux, la boucle de feedback est rapide. Donc voilà, donc on vient de voir en fait que si j'étais contraint de marcher dans le brouillard, ce qui était smart à faire, c'était de dire je ne vais pas me baser sur une vision un peu rythmée par le temps pour ouvrir les yeux et regarder où je suis. Je vais pas ouvrir les yeux toutes les 5 minutes. En fait, je vais ouvrir les yeux dès que je peux, donc tous les 3 pas par exemple, et qu'en plus je vais ensuite réduire le nombre, enfin la taille des lots, et donc du coup peut-être ne pas regarder tous les 3 pas, mais regarder tous les pas. Donc en fait, quand on combine déjà ces deux aspects-là, ce qu'on voit, c'est qu'on est beaucoup plus efficace pour marcher dans le brouillard que quelqu'un qui ouvrirait les yeux toutes les 5 minutes. Maintenant, ce qui est important aussi pour pouvoir s'adapter à cette incertitude au mieux, c'est de limiter ce qu'on appelle l'encours. Donc, euh, le lead time, en fait, le temps que met une idée à passer dans votre cycle de production et d'arriver devant ses utilisateurs, euh, c'est la taille de l'encours divisé par le débit de votre équipe. Donc ça s'appelle la formule de Little. Donc si on prend un exemple, euh, si j'ai un développement en cours de 12 fonctionnalités et que j'ai une équipe qui est capable de sortir 3 fonctionnalités par semaine, mécaniquement, une idée qui viendrait d'émerger aujourd'hui devrait attendre 4 semaines pour arriver en production.
Donc ce qui se passe, c'est que 4 semaines, potentiellement, si on a besoin de faire un virage à 180 degrés ou de faire quelque chose qui est urgent, c'est assez long. Donc en fait, soit on laisse tomber tout ce qu'on était en train de faire et du coup peut-être qu'on va du coup perdre des choses ou avoir du coup une productivité qui est quand même bien entachée. Je vais devoir attendre ces 4 semaines pour pouvoir effectuer ce changement de direction. Euh, la formule de Little, elle est intéressante parce que du coup, on voit bien que si on veut réduire le lead time, donc réduire le temps entre le moment où j'ai l'idée et le moment où cette idée arrive en production, j'ai deux solutions. La première solution, c'est d'augmenter le débit de l'équipe. Et donc ça, on sait que c'est assez compliqué à faire, ça marche pas toujours parce qu'en fait, augmenter le débit de l'équipe, ça consiste à soit automatiser des tâches. Automatiser, c'est potentiellement coûteux. C'est pas immédiat, ça demande un investissement en temps et en moyens qui est pas toujours négligeable. Et toutes les tâches de l'équipe ne sont pas automatisables. Euh, Il y a le fait d'améliorer l'efficience de l'équipe par une méthode différente, des pratiques différentes. Là aussi, c'est pas immédiat et c'est potentiellement coûteux. Ça passe par faire des expérimentations, faire de la formation et de l'apprentissage. Donc c'est essentiel, mais c'est vrai que c'est pas forcément le levier le plus rapide. Et sinon, il y a le fait de faire grandir la taille de l'équipe, donc ajouter des personnes, et donc c'est pas toujours facile de recruter. Il y a une phase d'onboarding de formation qui, en fait, dans un premier temps, vient ralentir l'équipe, et plus il y a de monde en fait, et plus il y a un besoin de synchronisation entre différents membres d'une équipe. Et en fait, à partir d'une certaine taille, on va avoir un effet qui peut être négatif sur le fait de faire augmenter la taille d'une équipe. Euh, donc l'autre possibilité en fait pour réduire le lead time, c'est de réduire l'encours. Donc on peut carrément limiter le nombre de tâches qui est faite par une équipe pour se laisser la possibilité d'avoir une tâche qui rentre au dernier moment et qui arrive très rapidement en production. Enfin, je vais clore cette vidéo sur l'idée de calibrer la capacité d'utilisation à l'incertitude. Euh, Donc en fait, de façon assez palpable, on arrive à comprendre que s'il y a plus de choses à faire que de capacités pour le faire, en fait, on est en train de créer des files d'attente. Donc imaginons que dans une entreprise, il y a un comité de décision qui doivent statuer sur des initiatives qui peuvent émerger dans cette entreprise et décider si oui ou non on va financer et réaliser une idée. Ce comité de décision, en fait, il se réunit tous les mois. Et tous les mois, il est capable de valider ou d'invalider trois idées. Si jamais il y a plus de trois idées qui émergent dans le mois dans cette entreprise, en fait, je vais avoir une file d'attente d'idées qui vont attendre de recevoir leur tampon du comité de décision. Si pour une raison X ou Y, ce comité est retardé d'un mois à cause, je sais pas, d'une tempête de neige ou d'une grève quelconque, euh, immédiatement, en fait, toutes les idées qui sont dans la file d'attente vont être retardées d'un mois. Donc en fait, le lead time d'une idée va prendre un mois dans la vue directement. Ce qu'on voit à travers cet exemple, en fait, c'est que c'est assez risqué d'avoir une file d'attente qui soit traitée par un seul processus. Parce que dès que ce processus va avoir une variabilité, il y a un impact qui est immédiat sur la file d'attente. Euh, ce que ça tire comme concept, c'est qu'en fait le degré d'utilisation d'un processus, euh, plus il est élevé et plus les conséquences sur les tâches qu'il traite vont être importantes. Un autre exemple, donc si on prend une autoroute à 4 voies, euh, dans les heures creuses où cette autoroute est peu fréquentée, si un accident se produit, en fait les voitures vont avoir une certaine facilité à changer et se rabattre sur les trois autres voies, et en fait l'impact sur le trafic réel, le retard de chaque voiture en fait va être assez minime. Maintenant, si je prends une heure pleine avec un taux d'utilisation de cette autoroute qui est très élevé, proche de 100% peut-être, et que ce même accident se produit, en fait là, c'est pas du tout la même histoire, on va y avoir un énorme bouchon. Si on regarde dans les chiffres, en fait, on voit qu'en plus, cet impact, il n'est pas linéaire ou proportionnel. On voit qu'en passant, par exemple, d'un taux d'utilisation de 60 à 80%, en fait, la taille, elle ne va pas augmenter de 20%, en fait, elle va carrément doubler. Si maintenant, on ajoute 10% pour arriver de 80 à 90, en fait, on la double encore. De 80 à 95%, on la double encore. Donc, on a une croissance qui est relativement exponentielle. Si bien qu'en fait, la différence d'impact
d'une même variation sur un processus qui est chargé à 95% va être 25 fois plus importante que ce même processus qui serait chargé à 75%. Donc en fait, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que plus l'incertitude et la variabilité est importante, et moins il va falloir charger le processus de production. Donc on en arrive à la fin de cette vidéo sur la granularité du flux. Donc je vais répiloguer un petit peu. Donc l'idée derrière le flow, en fait, c'est de considérer l'incertitude comme étant quelque chose d'incompressible et quelque chose d'inévitable, et d'arriver à composer au mieux avec celle-ci. Et pour ce faire, en fait, ce qu'on essaye d'avoir, c'est d'adopter une vision du temps qui soit fluide, et de baser notre décision sur des événements plutôt que sur une date planifiée. Donc en fait, au lieu d'attendre que ce soit le moment de prendre une décision, en fait, on va prendre la décision au plus tôt. Euh, on va aussi réduire la taille des lots, donc on va réduire le grain de ce qui traverse le flux pour pouvoir prendre des décisions qui soient plus petites plus souvent, et les confronter le plus souvent possible à la réalité du marché, et valider des hypothèses, avoir un feedback le plus court possible. Et ensuite, on va essayer de se donner euh, la capacité de réagir rapidement à des changements, une variabilité, en calibrant la capacité d'utilisation des processus de notre cycle de production à hauteur de l'incertitude. Pour approfondir sur le flow, je vous invite à regarder les autres vidéos de Culture Flow, à consulter le livre blanc, ou à nous contacter à l'adresse cultureflow@octo.com pour poser vos questions, continuer la discussion ou être accompagné sur le flow. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt.